Le président tanzanien Jakaya Kikwete appelle le Rwanda et l'Ouganda à négocier avec leurs rebelles pour une paix durable dans la sous-région et en RDC. C'était en marge du sommet de l'Union africaine. Nous en parlerons dans ce journal avec le politologue Michel Kitoko. Et puis, situation sécuritaire relativement calme dans le Nord Kivu. Confirmation du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui séjourne dans cette partie du pays. Une visite avec quelques membres du gouvernement pour encourager les militaires, les policiers et autres agents de sécurité. C'était là les titres. Place au développement. Bienvenue à tous. Le 21e sommet de l'Union africaine se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Le président tanzanien Jakaya Kikwete a livré sa vision en vue d'une résolution durable de la crise dans l'est de la RDC. Pour lui, il faut que le dialogue s'ouvre entre les différents protagonistes, y compris entre le Rwanda et les FDLR et l'Ouganda et l'ADF NALU. Le président Joseph Kabila, lui, s'est engagé à mettre en application les prescrits de l'accord cadre du 24 février dernier. Grâce Michel Moutokole. Si Kinshasa négocie avec ses ennemis du M23, il faut aussi que Kigali accepte de parler avec ses ennemis de Force démocratique de libération du Rwanda et Kampala avec les rebelles ougandais de l'ADF NALU. Pas de paix durable sans négociation globale. C'est en ces termes que le président tanzanien Jakaya Kikwete a appelé Kigali et Kampala à négocier avec leurs rebelles au cours d'une réunion à huis clos entre quelques chefs d'État africains. À ces mots, le chef de l'État rwandais Paul Kagame n'a pas réagi. Jusqu'à présent, pour lui, les FDLR, c'était le diable, selon un participant à cette réunion. Yoweri Museveni lui a réagi d'une seule phrase « On discute avec ceux qui veulent discuter et on isole les autres ». Le régime de Kagame et de Museveni sont accusés de soutenir les rebelles du M23, accusation également portée par des experts de l'ONU, et les dirigeants de la région des Grands Lacs se sont engagés en février dernier à s'interdire toute ingérence dans l'est de la RDC. Avec cette crise qui perdure dans la région des Grands Lacs, ils se sont réunis pour la première fois pour mettre en œuvre l'accord de paix conclu en février. Un accord qui devra passer par un test d'après le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, qui s'est personnellement engagé dans ce processus de paix. Pour lui, une paix durable n'est possible que si tous les pays signataires travaillent ensemble pour sortir de l'impasse politique et créer une nouvelle dynamique en faveur de la sécurité de la population et du développement économique. Un point de vue que ne partage pas le président tanzanien. Pour Jakaya Kikwete, dont les soldats sont déjà à Goma, la brigade spéciale de l'ONU est une bonne chose, mais cela ne réglera pas le problème de fond qui est politique. Il est nécessaire que le dialogue entre le gouvernement congolais et le M23 reprenne, a-t-il souligné. Voilà, nous l'annoncions à l'ouverture de ce journal. Le président tanzanien appelle aux négociations entre Kigali et les rebelles des FDLR et Kampala avec les rebelles de l'ADF NALU. Nous en parlons avec vous, Michel Kitoko. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Le président Jakaya Kikwete pense aussi qu'une paix durable, il ne peut pas y avoir une paix durable sans négociation globale. Alors, est-ce que vous partagez cet avis? Il faut des négociations internes au Rwanda, mais également des négociations au niveau de Kampala. Bien sûr, je l'ai toujours rappelé de tout mon vœu, il n'y a pas très longtemps ici, que pour une paix durable dans la région de Grand Lac, il va falloir que les autorités politiques de chaque pays puissent s'y mettre autour, non seulement autour d'une table, mais pour le Grand Lac, en tout cas, il va falloir que chaque pays membre de Grand Lac puisse faire un peu la propriété, chacun dans sa maison qui est son pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue inter-rwandais, c'est très important, parce qu'au Rwanda, le Rwanda a connu une histoire vraiment très douloureuse, une histoire difficile avec beaucoup plus de pages d'ombre. Il va falloir que le Rwandais se mette autour d'une table pour arranger ces problèmes-là. Le Congo a toujours fait cet effort, Sand City et les restes, et que peut-être bientôt, il y aura encore d'autres formes de dialogue. Ça, dans le cadre des Grands Lacs, il ne va pas falloir simplement demander à l'RDC de faire des dialogues sur des dialogues, mais il va falloir aussi que le pays à côté fasse aussi la même chose. De façon chose qui ne sera peut-être pas facile. Est-ce que Kagame acceptera de négocier, par exemple, avec les FDLR? Kagame sera dans l'obligation, la logique même de... Vous savez, au Rwanda, le génocide, c'est quelque chose qui a été établi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, quelque chose qui a existé. Il y a d'autres enquêtes qui a poursuivi même le gouvernement de AFDL à un moment donné, disant que le Rwandais, c'est-à-dire que le Rwandais de Paul Kagame, ont suivi les Interahamwe jusqu'au Congo, jusqu'à les massacres des Tingiting, ainsi de suite. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de dossiers à ce qu'on puisse mettre autour d'une table pour les traiter. Chaque pays doit faire vraiment mettre la propriété et de l'ordre là-dessus. Et je crois que le Paul Kagame doit faire un effort réel. Il y a
vous savez, la candidate à la présidence, elle est aujourd'hui en prison. Bizimungu, il est où? En prison. Il y a beaucoup de gens, des personnes qui sont emprisonnées comme ça. Ce n'est pas normal. Il va falloir qu'au Rwanda, qu'ils fassent le même travail, un dialogue inter-rwandais. Et la plupart des gens qui, soi-disant M23, qui ont été envoyés ici, puissent regagner le Rwanda et de réfugiés qui vont regagner le Rwanda. Parce qu'il y a un dialogue là-bas qui traite leurs problèmes. En eux, le Congo va traiter les problèmes congolais. Alors, puisque vous parlez de M23, puisque le président tanzanien insiste également sur la possibilité des négociations, est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui que le gouvernement congolais puisse continuer à discuter avec le M23, un mouvement armé, force négative appelé à se dissoudre? Ben, vous savez, le M23, on a laissé à M23 l'option politique de dialoguer et dire les vraies revendications. Sauf qu'au fil des temps, on a découvert que M23 n'était pas sur un mécanisme d'un vrai dialogue pour trouver des solutions ici en RDC. Vous savez, en RDC ici, on a lancé non seulement la concertation, qui est peut-être aussi bientôt le dialogue. Où se trouve M23? Avec les armes Kalachnikov en train de terroriser la population locale. Aujourd'hui, la plupart des gens de M23 se trouvent sur la liste des terroristes. Donc c'est un autre problème. Donc la question de M23 aujourd'hui va se régler non pas parce qu'il y a un dialogue politique. Et oui, celui qui se sent politicien dans ce domaine-là, ou qui se soit acteur politique ou citoyen ordinaire qui veut s'impliquer dans le cadre du dialogue, bienvenue. Mais en tant que M23, il y a des résolutions même des Nations Unies, c'est-à-dire que le monde entier a pris une résolution pour dire on en finit avec ce mouvement, on va l'éradiquer. Mais en tant qu'individu, oui, s'il y a des citoyens ordinaires qui veulent s'impliquer dans le cadre du dialogue, pourquoi pas. Mais en tant qu'organisation M23, ça ne sera pas possible parce que c'est un mouvement qui est appelé à être dissous. Dernière question, on vous entend parler, puisque des résolutions l'ont dit, il faut une brigade d'intervention. Vous pensez que c'est la solution? La brigade d'intervention, c'est une solution parce que toutes les analyses qui ont été faites, non seulement par Nations Unies, et surtout, je dis, le plus important, c'est les Nations Unies qui finalement, au travers de dialogue, de concertation, de beaucoup de choses, et tout ce qu'on a dit, mais la solution ultime maintenant, c'est d'envoyer une force pour répondre vraiment à la force d'un M23 qui terrorise la population locale. Donc c'est une bonne chose. Non seulement que FRDC doit continuer son travail de sécuriser la population, et à quand ce mouvement, cette force offensive va venir? On ne le sait pas encore parce que Ban Ki-moon va se prononcer peut-être au mois de juin ou au mois de juillet et autres. Mais n'empêche que notre armée, la FRDC, doit faire son travail et continuer à se battre sur le terrain comme ils l'ont fait là. Ça sera une très bonne chose, ça va donner de l'espoir au peuple congolais et surtout à ceux qui sont endeuillés à l'Est. Merci beaucoup Michel Kitoko, je rappelle que vous êtes politologue, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu est relativement calme. Confirmation du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. Il a déclaré hier dimanche 26 mai, depuis la ville de Goma, où il séjourne avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense, parti en délégation gouvernementale pour notamment encourager les policiers, les militaires et autres agents de sécurité de cette partie du pays. C'est une délégation gouvernementale dominée par la défense et la sécurité qui, refusant de se faire de limites, est allée là où ça crépite pour des solutions. Une présence qui a surtout pour objectif motiver l'armée et les forces de sécurité qui depuis ne cessent de battre en repli l'ennemi, le groupe rebelle du M23 que le Rwanda appuie pour déstabiliser la RDC, pourtant son voisin frontalier et tous deux pays des Grands Lacs. La délégation est même arrivée jusqu'ici à Moutao, ce territoire situé à 10 km de la ville de Goma, qui il y a quelques jours était le théâtre d'intenses combats entre l'armée et la rébellion qui a pris la fuite, perdant son commandant des opérations, un colonel de l'armée rwandaise. Le ministre de l'Intérieur reconnaît toutefois qu'il y a encore des poches résiduelles d'insécurité dans cette région, en proie à des groupes armés depuis plus de 2 décennies. Dans les autres territoires du Nord Kivu, il y a le phénomène de groupes armés qui se poursuit avec des enfants du Nord Kivu qui sont en contact avec certaines forces négatives pour perpétrer les exactions contre la population civile, a dénoncé le ministre de l'Intérieur. Toute la population, des rangées derrière les militaires qui sont au front, c'est un encouragement d'abord pour les militaires, un enchantement pour la population qui, pour une fois, sent que les militaires se comportent correctement et donc aspirent à une paix si la situation s'améliore davantage. Pour y parvenir, il faut aussi la contribution, la participation du Baraz Alawazé, c'est-à-dire des notables de la province du Nord Kivu. Pour restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays, il entend multiplier des stratégies et mettre à profit les initiatives locales, le dialogue social notamment, qui selon lui contribuerait à la cohésion interethnique.
On va rester dans ce chapitre pour vous signaler que cette délégation ministérielle a également eu un tête-à-tête avec la société civile du Nord Kivu. Au menu de cette rencontre, la situation sécuritaire dans cette province. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Martial Bendelo. Cette délégation est conduite par le vice-ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Luba Tambo. Il est accompagné de ses collègues de l'intérieur et sécurité, de la famille et genre et du budget. Arrivé samedi à Moutao pour renforcer le moral des FARDC, le ministre Luba Tambo s'est dit fier de la force de frappe opposée au M23 la semaine passée dans le secteur de Kibati. Ce dimanche, cette délégation ministérielle s'est entretenue avec les membres de la coordination provinciale de la société civile. Son président, Thomas Dakamouiti, revient ici sur le menu de son tête-à-tête avec cette délégation ministérielle venue de Kinshasa. Quand le ministre de l'Intérieur, ayant la sécurité dans ses attributions, passe à Goma, après les 3 jours d'affrontement entre le FARDC et le M23, l'essentiel de notre entretien devrait coûte que coûte tourner autour de la question sécuritaire, la question de personnes déplacées, de la vie de la population. La dite délégation est aussi entendue, sauf imprévu, selon dit en ville et territoire de Béni, où la société civile locale a décrété depuis samedi 3 journées ville morte pour dénoncer la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du territoire national. Au nord Kivu, toujours, la ville de Goma se trouve sous haute protection des autorités de la RDC. Toutes les batteries sont désormais activées pour anéantir les attaques des combattants du M23 contre le chef-lieu du nord Kivu. Cette assurance est du gouverneur Julien Paluku. C'était au cours du Conseil des ministres qu'il a présidé récemment. Une fois de plus, Martial Bendelo. La situation sécuritaire et humanitaire du Nord Kivu, ce sont là les 2 points qui étaient au menu du Conseil ordinaire des ministres provinciaux, présidé le week-end dernier par le gouverneur Julien Paluku. Dans sa communication, l'autorité provinciale a rassuré que la ville de Goma ne tombera plus entre les mains des terroristes du M23. Julien Paluku a cependant appelé la population de sa province à une franche collaboration avec les forces de l'ordre et de renseignement pour combattre les ennemis de la paix. Au cours de ce même Conseil des ministres provinciaux, les participants ont condamné les crimes commis à Goma par le M23. À partir des obus lancés dans cette ville mardi et mercredi dernier à partir du secteur de Kibati dans le territoire de Nyiragongo. Et son affrontement entre les FARDC et le M23 viennent de provoquer une nouvelle catastrophe humanitaire au Nord Kivu, ont-ils déploré. Le Conseil a aussi interdit la diffusion des publicités des boissons alcoolisées avant 21h dans tous les organes de presse de la province du Nord Kivu. Retour à Kinshasa et parlons de la nouvelle CENI face aux différentes tractations qui règnent autour de la désignation des membres de la société civile. Les animateurs de la structure Interplateforme ont organisé un point de presse ce lundi afin d'éclairer l'opinion. C'est en principe le 11 juin que le nouveau bureau de la CENI sera connu en remplacement du bureau Mulunda. C'est un face-à-face entre la presse congolaise et les membres des différentes corporations et organisations de la société civile qui tiennent à élucider le flou qui règne sur la désignation de membres de la société civile à la CENI. Il était temps que des acteurs fédérateurs puissent venir vers eux, c'est-à-dire vers tous ceux qui ont postulé, pour qu'ensemble nous puissions lever l'équivoque et le doute sur l'identité des personnes dont les noms ont été désignés. Il va sans dire qu'à ce jour, il nous revient qu'il y a plus de postulants que réclamés. Notre démarche vise uniquement à obtenir fédération de tous autour de nos candidats. À travers cette démarche, l'interplateforme de la société civile veut concilier et faire fédérer les voix de la société civile afin que cette structure puisse présenter un seul ticket en dépit de multiples candidatures de ce mouvement. Il y a une 3e voie pour pouvoir sauver ce pays et également donner la crédibilité au processus électoral dont nous attendons crédibiliser. Donc c'est en ce moment que nous sommes en train de parler des 2 acteurs de la société civile, dont M. Jonas Chombela et le révérend Jean-Paul Mokango. À l'heure actuelle, des concertations sont menées afin que la société civile puisse être unie et solidaire face aux enjeux du moment. Situation au Mali, le président burkinabé Blaise Compaoré, médiateur régional